À la une de l'actualité ce soir, le président du Faso lance à Absuya, localité enclavée de Lubitenga, la première phase de son programme présidentiel de réalisation de pistes rurales. Un ambitieux programme qui va réaliser environ 5000 km de pistes à travers le pays. Et pour Rochmark Christian Kaboré, la question de routes et de pistes est essentielle pour le développement de notre pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Après 3 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire sur les titres miniers au Burkina présente son rapport. L'enquête met à nu des malversations et autres pratiques mafieuses dans le domaine minier depuis 2005. Le président de la commission est notre invité. Il vient nous dire la suite à donner à cette enquête. La coalition des forces démocratiques pour un vrai changement commémore ce 29 octobre l'an 2 de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Une cérémonie qui sera couplée à la commémoration officielle. Des détails à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Parce que le développement passe par le développement de la route, le gouvernement burkinabé lance ce 25 octobre son programme présidentiel sur 5000 km de pistes rurales. Un vaste programme couvrant la période 2016-2020. L'ambition du gouvernement à travers ce programme est de travailler au désenclavement du pays. Maïmouna Traoré, Suleiman Sanou. Absuya, à 105 km de Ouagadougou, une commune rurale enclavée, difficilement accessible, surtout en saison pluvieuse. En très mauvais état du fait de la présence des ravins et de rigoles dans la quasi-totalité du territoire, les routes de notre commune sont impraticables en saison hivernale, au point que nous assistons sidérés à des replis d'ambulance avec aux abords des malades pour raison de radier ou de ponts infranchissables. Absuya n'est pas un cas isolé au Burkina Faso. De nombreuses localités connaissent des situations similaires, mais les populations ont des raisons d'espérer. Le programme présidentiel ainsi lancé prévoit l'aménagement de 5000 km de pistes rurales d'ici à 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Étant conscient, après avoir fait le tour du Burkina Faso, que la question des routes et des pistes est une question essentielle pour le développement de notre pays. Parce que, aussi bien au plan agricole, pour le transport des produits d'une zone à l'autre, aussi bien sur le plan de la santé, aussi bien que sur le plan social, je pense également qu'il est important que nous travaillions à ce que nous puissions avoir des pistes rurales. Comme vous le savez, il a été dit, nous avons environ 46 000 km de pistes rurales. Et ces pistes rurales, comme vous le savez, chaque fois que nous avons des saisons de pluie, ce sont des pistes qui se dégradent. La première phase de ce programme, d'un coût global d'environ 34 milliards de francs CFA, permettra l'aménagement de 1374 km de routes, dont 27 à Absuya. Ce sont des pistes de 5 mètres de largeur. Pour vraiment améliorer les conditions de vie des populations, il intègre la réalisation de forages et d'infrastructures sanitaires et scolaires dans les zones traversées. Profitant de sa présence à Absuya, les populations de la localité en ont profité pour échanger avec le chef de l'État. Elles lui ont exposé des difficultés qu'elles vivent au quotidien. Des détails avec Suleiman Sanou et Maïmouna Traoré. Le président du Faso à l'écoute des forces vives de la région du plateau central. Une tribune qui a permis au président du Faso d'échanger et de recueillir les préoccupations des populations. Des préoccupations qui se résument aux questions sécuritaires, d'emploi, de santé, d'eau et de route. Un chapelet de doléances auquel le président du Faso promet de trouver des solutions au cours de son mandat. La situation sécuritaire s'est invitée au cours de cette visite du président du Faso au plateau central. Rochmark Christian Kaboré rassure les populations du Burkina de la volonté de son équipe de travailler à la quiétude et invite les uns et les autres à ne pas céder à la peur. Pour lui, la lutte contre le terrorisme, c'est la patrie ou la mort. On écoute Rochmark Christian Kaboré. Tout d'abord, saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les coups, je dirais, de ces actions terroristes. Nous ne devons jamais plier l'échine face au terrorisme. Nous sommes dans un combat contre le terrorisme qui est un combat international. Ce n'est pas un combat du Burkina Faso. Chaque fois que nous ferons preuve de défaitisme face au terrorisme,
ça veut dire qu'à ce moment, nous lui donnons encore un pas de plus sur nous. C'est pour cela que je voudrais dire que malgré l'ensemble des actions qui se sont passées ces derniers jours, je voudrais rassurer le peuple du Burkina Faso que nous ne sommes pas dans un état de panique générale et que la situation est maîtrisée. Je voudrais rappeler à chaque Burkinabé que notre devoir, lorsque nous disons c'est la patrie ou la mort, ce n'est pas simplement un slogan. C'est un engagement à défendre pied à pied notre territoire et notre pays. C'est pourquoi nous avons demandé à toutes les populations de coopérer avec les forces de sécurité chaque fois qu'il y aura quelque chose de suspect qui sera trouvé. Comme je dis, j'écoutais certains dire que, évidemment, le Burkina Faso, il y a beaucoup d'attaques, le gouvernement doit démissionner. Je dirais que regardons chaque jour l'information au quotidien et nous saurons que nous sommes en guerre sur l'ensemble de la planète contre le terrorisme. Et le Burkina Faso apportera sa pierre à ce combat-là. C'est pourquoi je voudrais en tout cas demander au peuple burkinabé de faire preuve de solidarité, de courage, de vigilance, parce que je suis certain que contre l'injustice et le terrorisme, nous allons vaincre. Et puis, cette mise au point de la gendarmerie nationale le 13 octobre dernier, elle annonçait un braquage à Waiguya dans le nord. Ce qui semblait être un cas d'insécurité n'est en réalité qu'un canular. Selon les informations recoupées par la gendarmerie, il s'agit simplement d'un vol de véhicules sans armes. L'auteur des faits est un mineur. Alidou Alain Sawadgo, sur place à Waiguya. C'est ce véhicule immatriculé 11 HM 0089 qui a été recherché par la gendarmerie nationale le 13 octobre dernier, faisant l'objet d'un braquage à main armée à Waiguya. Retrouvé le même jour au parc Bangruego à Ouagadougou, le véhicule a été plutôt volé sans aucune arme par un jeune de 17 ans pour se rendre dans la capitale. Le propriétaire du véhicule, vers 5 h du matin, est arrivé sur la RN2, sens Waiguya, Ouagadougou. Il a stationné le véhicule, moteur en marche. Il est sorti pour un besoin naturel, à ce moment que le présumé auteur, qui était assis derrière, attendant une occasion pour se rendre à Ouagadougou, est venu, a jeté coup d'œil dans le véhicule, a trouvé qu'il n'y avait pas d'occupant, mais il a vu néanmoins, étant à l'arrière, il a vu le véhicule passer, il a vu le conducteur du véhicule sortir. C'est là qu'il s'est introduit dans le véhicule et il a démarré. Pour la gendarmerie, c'est la mauvaise information et la lenteur de la victime qui ont permis au présumé auteur du vol de circuler librement jusqu'à Ouagadougou après un refus d'obtempérer à l'Aï. Il est revenu par la suite pour dire qu'il s'agit de deux individus au lieu de un, armés, l'un de Kalachnikov et l'autre de PA. Par la suite, il est revenu encore pour modifier l'immatriculation qu'il nous avait donnée. Les clés du véhicule, les vêtements et les tickets de péage du présumé voleur ont été présentés à la presse. Pour raison de sécurité, le présumé voleur de la classe des mineurs n'a pas été présent à cette conférence. Le dossier sera déposé à la justice dans les jours à venir, nous a confié les conférenciers du jour. Dans l'actualité ce soir, l'enquête parlementaire sur les titres miniers au Burkina a rendu son verdict ce 25 octobre. De graves malversations et des pratiques douteuses dans le secteur minier au Burkina. C'est entre autres révélations de cette enquête. Les parlementaires révèlent par ailleurs que des non-professionnels du secteur de l'or sont détenteurs de permis de recherche. Ensuite, la plupart des titulaires des mines actuellement en exploitation sont acquéreurs et non attributeurs des permis. La commission d'enquête vient de présenter cet après-midi même son rapport à l'hémicycle. Nos reporters reviendront sur le résumé de cette audience à l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions. Mais pour comprendre davantage sur le rapport publié ce soir, je reçois le président de la commission parlementaire d'enquête, le député Ouseni Tamboura. Bonsoir, Monsieur Tamboura, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, Monsieur Kindo, c'est un devoir. 3 mois durant, vous avez remonté le temps pour mettre à nu des malversations et autres pratiques mafieuses dans le domaine minier au Burkina depuis 2005. Quelle a été votre méthode? Je dois dire que pour mettre une commission d'enquête en place, le Parlement se doit de voter une résolution.
désigné des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité pour conduire cette enquête. Je dois rappeler aussi ce qui est important lorsqu'on met des commissions d'enquête parlementaires en place, c'est de préciser le mandat de cette commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire les objectifs. Donc il ne s'agit pas particulièrement de trouver des situations de malversation ou de pratiques mafieuses, mais nous avions un mandat très clair de suivre la délivrance des titres miniers. C'est aussi d'évaluer l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, la légalité d'un certain nombre d'activités minières. La commission, naturellement, a commencé ses travaux en juin. Elle les a achevés dans les délais réglementaires, a déposé son rapport sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Et dans le règlement, il est prévu que les députés se retrouvent à huis clos pour discuter des résultats de ce rapport. Et ce huis clos décide de la publicité ou non du rapport. Est-ce qu'il faut rendre les résultats du rapport publics ou est-ce qu'il faut rendre une partie du rapport public ou bien il faut du tout ne pas publier le rapport? Cette étape a été franchie ce matin où les députés ont décidé de mettre à la disposition de l'ensemble de l'opinion, de l'ensemble des acteurs, le rapport qui relate les travaux de cette commission d'enquête pendant 3 mois. La commission, généralement, les commissions d'enquête procèdent essentiellement par des auditions. Ils procèdent aussi par un certain nombre de collectes de documents et d'exploitation documentaire. Ils font des visites de terrain, s'entretiennent, fouillent, questionnent, requestionnent et finalement décident de retenir les points les plus importants. Et lors de ces investigations, vous avez rencontré des pratiques. Quelles sont les pratiques courantes sur le terrain? Oui, vous l'avez dit, vos reporters vont revenir là-dessus. Vous savez, c'est un travail volumineux. Et nous avons exposé à la plénière et certainement à certains de vos collègues qui étaient là cet après-midi, nous avons rappelé quelques faits saillants. Nous avons rappelé par exemple qu'à la fin de nos travaux, il était évident que la fraude de l'or était, j'allais dire, une pratique courante au Burkina Faso depuis lors qu'on a supprimé le monopole de l'exportation de l'or par le CBMP. Ils avaient été substitués par des comptoirs d'achat qui, manifestement, au regard des informations et des auditions que nous avons faites, relatent qu'il existe une fraude de l'or. Nous avons aussi noté, par exemple, que l'exploitation artisanale, ou ce qu'on appelle l'orpaillage, pratiquement ne respecte pas, par exemple, la destination de certaines forêts qui sont classées. Dans la région des Cascades, vous avez vu, on a vu de milliers d'orpailleurs rentrer dans 14 forêts classées de cette région pour chercher de l'or, donc en détruisant naturellement tout l'environnement. Nous avons aussi découvert, et ça aussi de mon point de vue c'est très important de le rappeler, que dans le secteur minier, il y a quand même une sorte de faiblesse de l'État, une sorte, j'allais dire, de mauvaise gouvernance de 2005 à 2015, parce que le mandat de la Commission, c'était aussi d'examiner ces problématiques de 2005 à 2015 qui ont pu faire perdre à l'État, selon les évaluations de la Commission, des évaluations qui ne sont pas exhaustives, à plus de 500 milliards de pertes. Donc je dis très bien qu'il ne s'agit pas de l'argent à aller recouvrer, mais c'est de l'argent perdu parce que certainement l'État n'était pas très bien organisé, parce que les dispositifs n'étaient pas bien mis en place. Nous avons noté des cas aussi assez délectueux sur le dossier Tambao, par exemple, qui coûte beaucoup d'argent actuellement à l'État burkinabé. Depuis 2007 jusqu'à 2015, nous sommes toujours dans des contentieux. Chaque fois, l'État se retrouve à payer des milliards de francs CFA à des opérateurs qui étaient censés mettre en valeur cette région, construire le chemin de fer. Bref, ça, c'est des situations qui ont beaucoup marqué donc la Commission. Il y a aussi la situation du double statut des travailleurs. La Commission a noté avec beaucoup d'intérêt que dans les entreprises minières, on notait qu'il y avait des travailleurs qui étaient sous contrat avec la mine directement comme employeur et qu'il y avait de plus en plus de travailleurs qui étaient sous contrat avec une maison de placement qui était donc chargée en fait de placer ces travailleurs dans les sociétés minières. Et ça, c'est quand même des situations très difficiles parce qu'il y a des contentieux très, très, très difficiles et la Commission a fait des recommandations et a décidé de prendre aussi des résolutions. Oui, et vous l'avez dit, M. Tamboura, vous êtes arrivé au bout de 3 mois à pouvoir mettre à nu un certain nombre de malversations. Mais on l'a vu aussi avec le cas du foncier urbain et périurbain, qu'après la publication du rapport de la commission parlementaire, des voix se sont élevées pour remettre en cause un certain nombre. Quelle est la crédibilité du rapport que vous avez présenté ce soir?
Oui, les rapports d'enquête parlementaire sont crédibles à partir du moment où ils sont organisés par des parlementaires qui, de mon point de vue, sont des honorables. Ils sont habituellement appuyés par des services techniques de l'Assemblée nationale qui sont des cadres supérieurs et ils procèdent très souvent par des auditions. Ensuite, vous savez, quand la commission livre ses travaux, ce n'est qu'un extrait de ce qu'elle a entendu, ce n'est qu'un extrait de ce qu'elle a exploité. Maintenant, quand vous livrez un rapport, vous trouvez toujours des personnes, vous trouvez des acteurs qui estiment que les informations qui sont contenues dans le rapport ne reflètent pas leur situation. Et l'expérience dans ce domaine nous montre que ceux qui ont des mises à point ils peuvent le faire par des points de presse, par des communiqués. Mais en tout cas, la commission d'enquête, généralement, c'est une photographie d'une situation donnée. Et il ne faut pas oublier aussi que les gens, dès qu'ils entendent qu'il y a une commission d'enquête, s'empressent de se mettre à jour ou de régler un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas nouveau, en principe. Par contre, ce qui peut être déplorable, c'est que la commission, une fois qu'elle livre son rapport, on suppose que le rapport est consensuel de tous les membres de la commission d'enquête, comme je l'ai dit, qui composent l'opposition et la majorité. Et c'est ça le plus important. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher des polémiques parce qu'on a des considérations subjectives, vous ne pouvez pas empêcher des mises en point parce que des informations étaient erronées, vous ne pouvez pas empêcher des polémiques parce que les informations n'avaient pas été dans la commission. Donc des moyens existent pour ces personnes de faire des mises au point et de faire des communiqués de presse. Mais l'essentiel et l'esprit des rapports d'enquête reste. Parce que la problématique, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ça, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails pour dire que telle virgule n'était pas à sa place, ou bien telle société ou telle entreprise aurait dû payer tant alors qu'en réalité elle devrait payer tant. Je pense que ce n'est pas ça qui remet en cause le fond et la crédibilité des rapports. Oui, Monsieur le Président, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que d'autres occasions nous seront données de revenir en détail sur le contenu de ce rapport qui vient d'être publié cet après-midi même par la commission d'enquête parlementaire que vous avez présidée sur les titres miniers au Burkina depuis 2005. Bien, c'est moi qui vous remercie et les membres de la commission sont à votre disposition pour toute interview. Voilà. Autre actualité dans ce journal, un regroupement de forces politiques commémore l'an 2 de l'insurrection populaire réunie au sein de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Les insurgés d'octobre 2014 comptent tenir ce 29 octobre une conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel pour marquer cet anniversaire. Olopoda. Sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel connaît un léger réaménagement. Ainsi en a décidé la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement suite à la proposition du gouvernement, celle d'harmoniser les programmes de commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire en vue d'éviter les chevauchements. Nous avons décidé de ne plus faire une commémoration isolée de recueillement, comme cela avait été prévu, donc vous vous rappelez bien, sur la tombe des martyrs avec un dépôt de gerbe de fleurs, mais de nous joindre à la cérémonie d'hommage aux martyrs qui sera prévue au monument aux morts par les autorités. Deuxièmement, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure le meeting de restitution qui était initialement prévu pour le dimanche 30 à la Maison du Peuple. Les panels prévus pour la journée du 29 octobre vont être des instants pour faire le bilan de l'insurrection, mais aussi évaluer la gestion actuelle du pays en vue de faire des projections sur l'avenir du Burkina à travers des perspectives pour une véritable réconciliation. Il y a beaucoup de comptes non soldés dans ce pays. L'insurrection est venue en rajouter. Donc il y a d'abord une approche globale qu'il faut faire. Même si ce qui est beaucoup plus proche de nous est notamment beaucoup plus pressant. Deuxièmement, il est clair que la réconciliation ne peut pas occulter deux choses importantes qui sont la vérité et la justice. Pour la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, les préparatifs de cette conférence nationale vont bon train et plus de 300 participants issus des forces vives sont attendus. Et avant de poursuivre, le ministre en charge de la fonction publique rappelle que le 31 octobre est consacré Journée nationale des martyrs et institué comme fête légale au Burkina Faso. Par conséquent, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Une manifestation d'étudiants a été dispersée ce 25 octobre à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Les manifestants réclament l'installation du nouveau directeur général du Centre national des œuvres universitaires, Draman Dadian. Des téléphones portables abandonnés par-ci,
Des cailloux qui jonchent le sol, des barricades par là. La situation était tendue ce matin au campus de Zogona. Les étudiants des universités Ouaga 1 et 2 demandent au gouvernement une issue à la crise. Au Centre national des œuvres universitaires CENO, et par là, un regard sur leurs conditions d'études. Leur marche prise sur leur ministère de tutelle pour se faire entendre n'a pas eu lieu. Ils se sont en effet heurtés aux forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogène pour empêcher la marche. Les organisateurs manifestent donc leur ras-le-bol ici. Ce matin, c'est une situation très chaotique que nous vivons à l'université. Nous sommes sortis pour justement manifester notre mécontentement face à laquelle nos autorités gèrent vraiment notre université. Le CENU fait partie de l'université. Voilà, s'il y a un problème au CENU, s'il y a un problème à l'université, c'est le problème des étudiants. Nous, pour nous, il n'est pas question qu'un problème de nos universités soit laissé à la traîne. Quelqu'un a été nommé, il faut qu'il prenne fonction. Voilà, parce qu'aujourd'hui, s'il y a rupture à l'université, les étudiants sont en train de composer. Si demain il y a rupture, les prestataires ne savent pas à qui s'adresser. Donc nous disons, il faut qu'on laisse aller les choses. On ne peut pas arrêter une décision au Conseil des ministres et puis revenir encore dire qu'il n'y a pas de passation de charges. Alors que nous quittions les lieux à 11h, la situation demeurait tendue. Les forces de l'ordre tentaient toujours de contenir les étudiants dans leur élan. Un groupe de consommateurs des produits de Canal+ et l'association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique dénoncent la mauvaise qualité des services de Canal+, une qualité rendue médiocre lorsqu'il pleut et les abonnés se voient parfois privés de la réception des images. Face à la presse ce matin, le groupe de consommateurs s'est voulu plus explicite. Nongba Kouda ou Moussissé. Canal+ attaqué en justice par Abdul Karim Sango, 115 autres consommateurs et l'association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique. Ces consommateurs reprochent à Canal+ la mauvaise qualité de ses services, notamment son incapacité à assurer son fonctionnement pendant la pluie ou en cas de vent. À titre d'exemple, l'ensemble des consommateurs qui avaient des abonnements en cours de validité le 10 juillet 2016 ont constaté la suspension de la réception des images. Au-delà de ce rendez-vous majeur que les amoureux du football ont raté, le dimanche 10 juillet 2016, il en est ainsi toutes les fois qu'il y a une pluie ou un vent, voire souvent quand il y a aussi le soleil. Pour ces consommateurs, cette action collective est un appel qu'ils lancent à Canal+, afin que cette société puisse mieux répondre aux attentes des abonnés. Il faut mettre en place des mécanismes et procédures efficaces à la disposition des consommateurs en vue de la réparation de leurs préjudices, dont le régime de traitement doit différer du droit commun. L'action collective, le fait que les associations puissent attaquer, qui n'existe pas encore dans notre droit, peut être une panacée. Cette action collective, en plus d'être un instrument pertinent pour le règlement des préjudices des masses comme ceux des consommateurs, a, selon la Cour suprême du Canada, un effet dissuasif. Selon Abdul Karim Sango, une correspondance adressée à la société est restée sans suite. C'est le 26 octobre 2016 que l'affaire sera appelée à l'audience civile du tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est complètement illisible. C'est fini à Paris pour le 3e Forum économique international des femmes actives. Une rencontre pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans les pays africains. Abdelaziz Yadjibou. L'économie des pays africains est touchée de plein fouet par les inégalités hommes-femmes, dont la peau demeure dure. Pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, il en résulte un manque à gagner estimé à environ 100 milliards de dollars par an, selon le PNUD. Un gap à combler impérativement et pour lequel des voix féminines s'élèvent depuis le palais de Luxembourg de Paris pour appeler les femmes africaines à prendre leur destin en main et à cultiver l'esprit d'entreprise. Femmes politiques, chefs d'entreprise, femmes leaders et celles ayant occupé des postes de responsabilité dans des organisations internationales se sont reliées pour partager leurs expériences. J'ai bien apprécié la table ronde sur le leader féminin. C'est vraiment un moment d'échange, un moment de partage, un moment pour fédérer les projets, les idées. Il faut une volonté personnelle forte pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vouloir y arriver. Après, deuxièmement, c'est l'éducation, se former.
Après avoir posé un diagnostic des difficultés énergétiques et environnementales que connaît l'Afrique et qui pourraient handicaper la contribution de la femme à la croissance, le Forum a plaidé pour un transfert de technologies et de compétences vers les pays africains en quête d'un mieux-être. Nous avons tiré beaucoup de leçons. D'abord, on a parlé de l'OADA, on a parlé de l'assurance, on a parlé de l'énergie et on a parlé aussi du leader entrepreneuriat féminin. Nous avons maintenant besoin d'un accompagnement financier. Il nous faut des bailleurs de fonds, il nous faut des investisseurs. Le GIFA 2016 a été un succès, un réel succès. Et comme nous ne sommes jamais satisfaits, on n'a jamais 100%, donc nous nous disons l'année prochaine, ça va encore être plus fort. Le prochain forum du groupement international des femmes actives GIFA est prévu pour se tenir du 4 au 10 juin 2017 à Paris. En sport, plus que 3 jours avant le top des départs de la 29e édition du Tour du Faso, le comité d'organisation a rencontré ce matin la presse pour dévoiler le dernier bulletin de santé de l'édition 2016. Lassina Sawadou. À 72 heures du début du Tour du Faso 2016, 29e du genre, les voyants sont au vert tant dans l'organisation que dans le tableau à nous offrir pour la fête de la petite reine au Faso. Nous devons affirmer ici le regain d'intérêt manifesté par les éventuels participants, qu'ils viennent de l'Europe ou d'Afrique, pour l'édition qui s'annonce et pour les autres. La sélection définitive n'a pas été facile à opérer, tant tout le monde voulait prendre le départ de la 29e édition du Tour du Faso. Une situation économique morose qui constate avec le nombre de partenaires présents à ce rendez-vous 2016. Vous l'aurez constaté, c'est un parcours assez équilibré qui visite le Burkina Faso du nord au sud, de l'ouest à l'est et du centre. Ce sont des étapes assez conventionnelles que l'on connaît pour la plupart, avec cette année ce final de Pau à Thiébélé, donc la 4e étape par la piste, avec, sur une piste de 26 km de distance. 10 étapes, plus de 1300 km à parcourir, dont 26 km de piste sont au menu. Le Tour du Faso attire toujours de par le monde. 13 pays, 15 équipes, 90 coureurs qui représentent l'Europe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest vont se disputer une dizaine de maillots et échappes, dont le plus prestigieux reste le maillot jaune sponsorisé cette année par la Lonabé. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Daviré. Apprendre un peu plus sur le présumé recruteur de djihadistes abattus, c'est la raison évoquée par l'observateur Palga pour ce retour à Kilouin. L'Express du Faso informe de sources policières que le présumé recruteur est burkinabé. Les éléments qu'il recrutait sont aussi des burkinabés. L'observateur Palga précise, l'homme abattu s'appellerait Ali Ouedraogo et le bail serait au nom de Isiaka Ouedraogo, orpailleur évoluant dans un pays voisin. À ce niveau, quelques langues se sont déliées et précisent que le dénommé Isiaka Ouedraogo s'appellerait plutôt Abdallah, sans qu'on puisse dire quel est son vrai nom, écrit le journal L'Observateur Palga. L'Express du Faso s'interroge alors, comment des Burkinabés peuvent-ils se former pour détruire leur pays? Les raisons sont surtout d'ordre économique selon ce journal, qui continue de s'interroger. Maintenant que nous avons nos terroristes, nos djihadistes, des putschistes et nos bandits de grand chemin, que faut-il faire? Hors du Burkina, les quotidiens sont intéressés à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'appel au boycott de l'élection préférendaire du 30 octobre 2016, lancé par l'opposition ivoirienne, sera-t-il entendu? Interroge Sidoya. Pour ce journal, l'opposition accuse le président Ouattara de manœuvrer avec son allié politique Konan Bédié en vue de la transmission du pouvoir au PDCI en 2020. En plus, ajoute le journal Le Quotidien, les allégations populaires font de cette constitution une constitution pour les étrangers pour que l'Ivoirien nouveau, Blaise Compaoré, soit le successeur d'Alassane Ouattara. Sidoya a conclu alors, dans cette atmosphère de positions tranchées entre partisans du oui et ceux du non, il faut croiser les doigts et espérer que les uns et les autres ne franchissent le Rubicon dans leur élan. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.